Le débat est retransmis sur libération.fr. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir à cette première table ronde qui est donc autour du temps politique et du temps personnel et qui a été donc la question très bien introduite par Clémentine Autain. Bien évidemment, cette thématique du temps personnel et du temps politique m'a fait penser à une phrase que vous connaissez toutes et qu'on peut dire est devenue historique. Bien malgré l'auteur de cette phrase, il s'agit de « mais qui va garder les enfants ?» Et ce qui va garder les enfants, écoutez, c'est un résumé assez parfait de cette première table ronde, puisqu'il s'agit donc de Laurent Fabius, en 2006, lors de la primaire socialiste, face à Ségolène Royal, et donc pour la présidentielle. Donc vous voyez le lien qui se fait entre temps personnel et temps politique pour donc une élection au siège suprême de la République. Et donc le « mais qui va garder les enfants » renvoie donc Ségolène Royal à sa féminité, à son statut de femme, à son statut de mère, bien évidemment, mais aussi lui signifie qu'elle n'est pas à sa place, que c'est un monde d'hommes et que, in fine, la fonction présidentielle, eh bien, c'est un homme. Et que donc, d'une certaine façon, elle retourne à ses fourneaux. Cela pose aussi la question du temps personnel et donc des femmes et de leur choix dans leur vie, tout simplement. Régène Sénac, qui est ici présente, nous en parlera plus particulièrement, de savoir quel type d'engagement les femmes peuvent se permettre, jusqu'où, par rapport aux obligations familiales ou aux obligations personnelles, et par rapport aux normes qui organise la vie des couples, la vie des familles, etc., etc. Donc vous voyez que cette phrase, je pense que 13 ans après, on en parle encore. Tout le monde la connaît et malheureusement, elle va peut-être rester dans l'histoire. Mathilde Delareire, historienne et qui suit pour nous la journée aujourd'hui et fera un compte-rendu ce soir à 17h. Peut-être en reparlera-t-elle, elle nous le dira. Donc pour cette discussion autour du temps personnel et du temps politique, nous avons donc une très jolie table ronde avec donc Frédéric Matonti, pardon, vous êtes ici. Vous êtes donc professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, vous êtes donc spécialiste notamment parce que vous avez beaucoup travaillé sur d'autres sujets, mais sur le genre en politique, et vous avez publié en 2017 à la Découverte le genre présidentiel, et vous avez publié aussi dans Libération en juin 2017, donc au moment ce moment historique où il y a eu 40% de femmes aujourd'hui, enfin 39% de femmes à l'Assemblée nationale, et vous aviez fait un papier dans Libération que nous avons publié dans les pages ID, en disant que c'était une parité et qu'il fallait discuter, et donc nous le ferons. Daniel Obono, vous êtes député de la France Insoumise et vous participez à la commission des lois. Je le précise parce que peut-être ça paraît anodin comme ça, mais c'est intéressant que vous soyez à la commission des lois et à la délégation Outre-mer, c'est-à-dire en général des commissions qui sont plutôt masculines, et vous suivez aussi particulièrement les questions LGBTQI et la révision actuelle des lois bioéthiques. Régène Sénac, vous êtes aussi politiste, donc spécialiste en sciences politiques. Vous êtes directrice de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF. Et vous aussi, donc vous travaillez sur le genre, l'égalité, et vous allez publier... vous avez publié d'autres livres avant, notamment L'égalité sans condition en 2015, mais là, vous publiez le 7 mars aux éditions de Rue de l'Échiquier, L'égalité sans concession. Sans condition. Avant, c'était sans condition. Ah oui, mais il y a un jeu. Ah oui, d'accord. Sans condition, sans concession non plus, on peut le dire. Et David Cormand, donc vous êtes secrétaire national de Europe Écologie Les Verts. Et vous êtes à ce poste depuis février 2006, après la démission d'Emmanuel Cos, qui était nommé au gouvernement. Et je commence par vous, pour faire aussi écho à ce que disait Clémentine Autain ce matin, par rapport au procès de Denis Baupin. Je pense que hier, il y a eu le témoignage assez sidérant et stupéfiant et très courageux de Cécile Duflot,
qui donc en 2008 a raconté être victime d'une agression de la part de Denis Baupin. C'était donc à Sao Paulo. Elle est alors secrétaire nationale des Verts, donc elle est dirigeante d'un parti politique. Et donc elle est conduite de Denis Baupin et elle décide de se taire. Et c'est là où c'est très intéressant dans son témoignage à l'Assemblée. Au tribunal hier, elle dit qu'elle n'a rien dit, qu'elle n'a pas porté plainte, et qu'après, quand des jeunes femmes ou des femmes sont venues lui parler de ce sujet, elle leur a dit écoute, c'est la vie, c'est comme ça, on en a vu d'autres, etc. Et donc, elle a dit hier devant le tribunal que c'était une énorme erreur et que c'était une abdication en race campagne. Ce sont des mots forts, et donc il ne s'agit pas ici de faire le procès de personne, mais bien de savoir comprendre le système. Et donc j'aimerais avoir votre réaction sur cette déclaration assez sidérante d'une abdication en race campagne. Comment on en arrive là? Et pourquoi un tel silence pendant tant d'années? Bonjour, merci Bonjour. de l'organisation de ce colloque. Merci pour cette question. Non, mais je le dis sincèrement parce que c'est... je vais vous expliquer pourquoi. C'est quelque chose qui nous remet en question dans notre mouvement politique profondément. Pourquoi? Parce que nous sommes une force politique, les écologistes, qui depuis quasiment notre création avons mis en œuvre des procédures sur la parité, c'est-à-dire qu'aucune instance interne de décision ne peut se réunir ni prendre de décision si elle n'est pas paritaire. On a mis en œuvre tout un arsenal, j'ai envie de dire, de dispositifs. J'étais délégué aux élections auparavant où on avait mis en œuvre la parité dite de résultats, c'est-à-dire que quand on avait désigné des candidates et des candidats en 2012 qui avaient bon espoir d'être élus, parce que les écolos tout seuls aux législatives, c'est pas très facile. Mais là, il y avait un accord avec le Parti socialiste. On avait calculé la gagnabilité des circonscriptions pour, par chaque paquet de 6 circonscriptions les plus gagnables, il y ait 3 hommes, 3 femmes, les 6 suivantes, etc., pour arriver à une parité de résultats, ce que nous avions n'étions parvenus à faire en 2012. Bref, on pourrait dire, mais les écolos sont les très bons élèves de la parité, de l'égalité femmes-hommes, c'est évidemment dans nos convictions, etc., etc. Et malgré ça, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Moi, j'ai passé la semaine, là, en tout cas mardi et la journée d'hier, au tribunal. Au début, j'y suis allé pour soutenir les copines du parti qui doivent affronter, Clémentine l'a dit, le procès de Denis Baupin. Et au fur et à mesure que j'assistais au débat, je me suis dit, c'est dommage que ces débats puissent pas être enregistrés et être projetés, notamment aux hommes qui prétendent exercer des responsabilités politiques. Parce qu'il y a la parole de Cécile Duflot, mais mardi, il y avait la parole des femmes politiques qui étaient là. Et souvent, quand on parle de ce sujet-là, on dit, mais il faut libérer la parole des femmes. Et moi, ma conviction, c'est que le problème dans cette affaire, c'est pas tant la parole des femmes que l'écoute des hommes. Parce que les femmes, elles parlent. Elles disent les choses. Elles ne disent pas de façon explicite, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, mais elles envoient des messages et elles disent des choses. Et on est dans une façon de fonctionner où, en fait, les hommes n'entendent pas. Ils n'entendent pas ce qui est exprimé. Et le fait de ne pas entendre fait que, à un moment, il y a, et je pense, moi je ne peux pas parler pour Cécile Duflot, bien entendu, mais je pense que dans la décision qui a été la sienne, et d'ailleurs elle le dit hier, elle dit j'ai été très solide, trop solide, parce qu'il y a une représentation où, aussi parce que je suis une femme, je suis censée être une femme forte qui dirige un parti qui a vocation à être puissant, je ne peux pas céder à envoyer un signe de faiblesse. Et moi, ça m'interroge profondément en tant qu'homme. C'est que, y compris ce qu'a pu faire Baupin pendant de nombreuses années, il l'a fait dans un écosystème, si j'ose dire, où il y avait beaucoup d'hommes qui étaient en décision et qui auraient dû agir. Et il y a eu d'autres témoignages hier, y compris des responsables masculins de notre parti, qui témoignaient aussi d'une profonde culpabilité par rapport à ce qui s'était passé.
Et donc voilà, au-delà des actes individuels de certains hommes, autant de cette espèce d'injonction aux femmes de « mais parlez, parlez, parlez maintenant », moi c'est l'injonction aux hommes à écouter, entendre et surtout agir. Et c'est toutes les questions qui sont posées, je ne veux pas être plus long, mais ce que... Oui. Mais justement, voilà. alors, Cécile Duflot, à l'époque, est donc secrétaire... Ah oui, il faut que j'allume. Elle est secrétaire nationale, donc on est vraiment sur la question du pouvoir. Et peut-être je voudrais poser la question à Frédéric Matonti, qui doit partir malheureusement à 11h, donc je commence par vous. Elle est secrétaire nationale, donc elle a le pouvoir, et donc elle décide de se taire. Et donc c'est quand même assez étonnant qu'en tant que femme... dirigeante d'un parti donc avec du pouvoir, elle ne puisse pas parler. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur l'organisation de ce pouvoir politique? Je pense que ça veut pas dire forcément quelque chose sur l'organisation du pouvoir politique, ça veut dire quelque chose sur la parole des femmes par rapport aux violences sexuelles en général, c'est-à-dire que le fait qu'elle n'ait pas parlé, ça correspond, je crois, à peu près aux chiffres des femmes qui ne parlent pas par rapport aux violences sexuelles. C'est-à-dire, je crois que c'est une femme sur 10 ou 2 femmes sur 10 qui témoignent et qui portent plainte, sans qu'il y ait forcément de lien entre leur position dans l'espace social ou leur niveau de diplôme et le fait qu'elles portent plainte. Donc, en gros, évidemment, là, je pense on est face à quelque chose d'assez banal de ce point de vue. L'autre chose qu'il faut dire, bien entendu, c'est que on voit bien comment elle est prise dans une... je la connais pas du tout, hein, je ne l'ai jamais rencontrée, donc là, je vais un peu extrapoler, mais elle est prise dans une double contrainte, c'est-à-dire ou bien elle parle et effectivement... elle met bon, alors non seulement elle se fragilise, c'est extrêmement difficile de raconter une parole quand on a subi une atteinte sexuelle, quand on a été violé, c'est extrêmement difficile. Donc il y a déjà ça. Mais en plus, il y a sa question de choix politique à elle. C'est-à-dire, est-ce qu'elle met en question son parti? Est-ce qu'elle fait prendre un risque à son parti ou pas? Elle est véritablement dans une double contrainte extrêmement difficile à traiter. Et je vois... Enfin, par ailleurs, ça tombe chez les Verts, mais ça me rappelle un petit peu, moi qui ai travaillé sur le Parti communiste, on disait toujours, ah mais il n'y a pas tout dans les archives du Parti communiste, sauf que le Parti communiste, c'est le seul à avoir ouvert ses archives. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est là un parti qui a, d'un certain point de vue, le courage de dire un certain nombre de choses sur ce qui se passe à l'intérieur. Il y a eu, avant ces témoignages, il y a eu aussi des articles un peu scientifiques qui parlaient de ces questions-là. Donc voilà, je trouve qu'il faut dire tout ça pour pouvoir parler de cette question, sachant qu'effectivement, ce qu'on lit et ce qu'on voit du live tweet du procès est absolument terrifiant et souvent bouleversant par rapport à ces femmes qui viennent parler et qui sont en position d'accusées dans l'histoire. Jeanne Sénac, est-ce que donc cette question, donc si on va pas faire un débat sur les violences sexuelles, ce n'est pas le sujet, mais du coup on va glisser vers cette question du pouvoir, puisque bien évidemment la question des violences sexuelles s'inscrit dans un pouvoir inégalitaire et peut se développer parce qu'on est dans des situations inégalitaires. Vous qui avez travaillé donc sur les femmes donc et la politique et la parité, vous avez donc mené des enquêtes. Qu'est-ce qui déclenche l'engagement et la répartition entre le temps personnel, parce que donc on revient donc à notre sujet sur le temps personnel et le temps politique, et comment se fait cet arbitrage? Est-ce qu'il y a un arbitrage particulier pour les femmes? Alors, juste peut-être avant, par rapport au procès en cours et plus largement par rapport à la question qui a été posée sur qu'est-ce qui résiste à l'égalité alors qu'on a un apparent consensus sur ce principe de manière générale et sur l'application au rapport entre les femmes et les hommes en particulier, ce qui est à modérer quand on fait du travail d'enquête ou quand on regarde les enquêtes sur les valeurs ou les valeurs d'opinion. Le rapport à l'égalité, il n'est pas aussi consensuel que ça, mais on peut avoir cette impression-là. Il me semble important de voir que ça pose un peu la question de la responsabilité. La question de la responsabilité, bien sûr, en termes d'héritage historique, politique, et puis aussi, on le voit à travers ce sujet de Cécile Duflot qui se dit j'aurais dû parler avant, ou on n'a pas su entendre, on n'a pas su écouter. La question de la responsabilité, elle est fondamentale. Et elle se retourne très vite en culpabilité. Et là, on le voit bien, parce que le procès, c'est un procès qui est complètement inversé en termes de rapport à la culpabilité. Donc, je pense qu'il est important d'être vigilant et vigilante à avoir une épaisseur, une contextualisation historique et politique
pour pas que les discriminés, les inégaux, soient en position de devoir se justifier de leur propre inégalité. Et de ne pas avoir réagi au bon moment, de ne pas s'être comporté bien, de ne pas s'être habillé comme il le faut, de ne pas avoir parlé comme il le faut. Donc moi, je pense que là, c'est vraiment la question de la responsabilité, elle est essentielle. Et on arrive à sortir des contradictions, voire des effets pervers, que si, Habermas le travaille très bien, on voit cette de co-consubstantialité, c'est difficile à dire, enfin cet entremêlement à la fois de la domination et de l'émancipation individuelle et collective. Donc ça ne peut se comprendre que de manière politique. Donc sur la question, pour revenir à votre interrogation, plus particulièrement de comprendre comment s'entremêle ce qui se joue dans la sphère dite privée et ce qui se joue dans la sphère publique, et en particulier aujourd'hui on parle de la sphère politique. Alors, le slogan qui a déjà été dit, le slogan féministe, le privé et politique, il veut dire en gros deux choses, précisément. D'une part, que dans notre construction historique, la sphère privée a été renvoyée à l'ordre du naturel et non pas du démocratique. C'est-à-dire qu'il y a eu un jeu qui a été fait pour déconnecter, pour pas qu'il y ait de contagion démocratique dans la sphère privée. Et Jean-Jacques Rousseau est un des chantres de cette théorisation-là, mais on peut en citer plein d'autres. Donc en particulier les violences qui avaient lieu dans la sphère privée étaient vues tout simplement comme l'application de l'autorité naturelle du père sur les femmes, sa femme et ses enfants, et puis que la femme avait un rôle qui était un rôle avant tout de bonne mère et de bonne épouse dans la sphère privée. Et le privé et politique, ça veut aussi dire donc qu'il y a à démocratiser les rapports humains et à appliquer les principes, en particulier d'égalité et de liberté, aussi dans la sphère privée. Et ça veut aussi dire que ce qui se passe dans la sphère privée, et c'est en lien vraiment avec votre question, a des répercussions sur la manière dont on va s'impliquer ou pas, et les conditions de possibilité de l'implication à égalité dans la sphère publique. Je crois que ce chiffre a été cité encore aujourd'hui, alors que nous sommes censés être tous pour l'égalité femmes-hommes, et les jeunes encore plus, entre guillemets, dans une vision assez évolutionniste, trop optimiste et peu lucide. On a encore 2/3 des tâches ménagères et domestiques qui sont assumées par les femmes dans la sphère privée. Et ce qu'on voit, c'est que moi, quand j'ai fait des entretiens en particulier auprès des députés hommes et femmes, ce moment où on va prendre une responsabilité politique qui va être très impliquante d'un point de vue du rapport au temps. Et comme l'a expliqué Clémentine Autain, être en politique, c'est faire la preuve d'une grande disponibilité. Il va y avoir une réunion de famille, en tout cas c'est ce que m'ont dit les députés femmes, qui va être faite, en tout cas on va en discuter, parce que ces femmes considèrent que leur vécu personnel est imbriqué avec l'intérêt et l'équilibre de leur famille, qui peut être une famille plus ou moins, c'est pas forcément des familles traditionnelles, mais en tout cas si elles ont des enfants, les enfants, voilà, leurs compagnons ou leurs compagnes. Enfin, j'ai jamais entendu un homme qui m'a parlé de son engagement politique en ces termes-là. Lui, il s'est posé la question de l'opportunité politique, s'il avait des chances de gagner, si c'était le bon moment par rapport à sa position dans son parti. Voilà, il m'a parlé politique. Les femmes ont parlé privé et politique. Donc ça, c'est vrai que c'est tout à fait intéressant, et ça permet, là aussi, l'analyse qu'on peut en faire, c'est pas seulement « Ah là là, les femmes, libérez-vous, quoi. Si vous voulez, vous pouvez. » Non, c'est de voir comment nous nous inscrivons dans un système qui est un système qui n'est pas encore indifférencié dans nos projections et dans ce qu'on juge légitime. Et qu'on est plutôt dans un modèle qui est un modèle encore de la complémentarité et pas de l'égalité. Et c'est là où mon ouvrage s'appelait « L'égalité sous conditions ». Et maintenant, c'est l'égalité sans conditions. C'est-à-dire que les femmes, comme les personnes racisées, ce que j'appelle les non-frères, ceux qui ont été exclus de la fraternité républicaine, de cette communauté des égaux, maintenant sont inclus, vous l'avez dit, on a vu les chiffres, mais sous condition de performance de la différence, c'est-à-dire qu'elles sont incluses toujours en tant que singulières. Il faut qu'elles fassent la preuve à la fois qu'elles apportent autre chose et qu'elles ne mettent pas en danger l'ordre, en particulier l'ordre familial, cet équilibre, et bien sûr qu'elles ont intégré, et que c'est systémique, que nous avons intégré toutes et tous ces systèmes-là. Donc, je crois que c'est important de se poser ces questions qui sont éminemment paradoxales, mais qui nous montrent, oui, que la domination et l'émancipation sont à la fois individuelles et collectives, et ne peuvent être pensées que de cette manière-là.
Daniel Obono, est-ce que vous avez fait cet arbitrage, vous, avant de vous présenter donc à la députation et comment est-ce que vous sentez que vous vous inscrivez dans cette logique, malgré vous, de complémentaire, ou est-ce que vous vous sentez égalitaire? Alors, bonjour à tous et à toutes, et merci pour l'invitation à participer à ce débat. Je pense qu'on fait toutes des arbitrages à un moment donné sur quand on est militante politique. Moi je milite depuis les débuts des années 2000 et avant même d'avoir été élue, l'engagement politique nécessite de faire des choix quand on est une femme que des hommes ne font pas parce que c'est spontané, le simple fait de s'engager quand on est lycéen, lycéenne dans des mobilisations jusqu'à prendre sa carte dans une organisation. Et c'est des choix en termes de vie et de choix de vie, de faire un choix de s'investir dans l'activité politique quand on est étudiant et étant donné la part en fait que ça prend en termes de temps, en termes d'investissement, d'énergie, ça a aussi un impact sur la poursuite d'études, etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais je pense que c'est pas simplement en termes de choix de vie familiale, hein, mais aussi en termes de est-ce qu'on est prêt à s'exposer à ce qu'est la vie politique et à ce qu'on sait être la vie politique de ce qu'on voit de l'extérieur, être prêt à être la cible voilà, d'attaques, d'une attention bien souvent malveillante et très peu bienveillante. Donc c'est aussi ces calculs-là de dire est-ce qu'on est prêt à abandonner une partie de soi qui va être mise à nu et détruite par voilà, cette exposition-là. Parce qu'en fait, on a intégré l'idée que l'espace politique, ce n'est pas un espace sûr, sain, où on pourrait faire de la politique comme tout le monde. Et je pense que ça, c'est un choix et un arbitrage que toutes les militantes politiques font, et encore plus quand on décide de se porter candidate sur des positions éligibles et des postes à responsabilité. Donc oui, moi j'en ai fait aussi, mais après je ne sais pas si c'est une question en fait de choix individuel que de cadre politique qui permettrait en fait que ces questions-là soient discutées d'une manière ouverte, publique et pas simplement du point de vue des femmes. Je veux dire que la question c'est quel genre d'espace politique on veut construire dans lequel en fait les gens peuvent s'engager sans faire le choix voilà, de passer moins de temps avec ses enfants ou de sacrifier une partie de son bien-être physique, émotionnel. Et donc, dans ce sens-là, ça engage tout le monde et du coup, ça va au-delà du choix individuel. Quant à la deuxième partie de la question sur est-ce que je me sens complémentaire ou égalitaire, il s'agit plus de votre expérience de député aujourd'hui et savoir, donc par exemple, vous êtes à la commission des lois, pourquoi vous avez choisi la commission des lois, comment vous vous inscrivez dans le travail de député ou par rapport à vos collègues Alors, sur la commission des lois, alors c'est une anecdote, mais je pense qu'elle est assez aussi révélatrice. Au moment où on a discuté des choix en fait, dans les différentes commissions, on est dans 8 commissions thématiques et on devait se répartir au sein du groupe. C'est vrai que, on va dire spontanément, je pense que beaucoup de mes collègues femmes n'avaient pas d'idée très claire dans quelle commission elles voulaient aller, alors que je pense que la majorité des camarades hommes savaient tout de suite et avaient déjà dit voilà, les grandes commissions dans lesquelles
elle voulait aller. Il voulait aller. Et en fait, moi, la commission des lois, je m'étais pas du tout posé la question parce que je me disais que voilà, c'est la commission où il faut être juriste et savoir sur le bout des doigts comment fonctionnent les institutions, etc. Et c'était vraiment pas dans mon horizon. Et en fait, j'ai eu une conversation avec un camarade qui s'appelle Sergio Coronado et qui avait été à la commission des lois et qui m'a expliqué que, en fait, d'abord, c'était pas une question d'expertise juridique, mais qu'il s'agissait en fait de faire de la politique et qu'il y avait voilà suffisamment, il y avait des assistants, des collaborateurs qui étaient les spécialistes de légistique et qui était là pour ça, mais qu'il fallait avoir un point de vue politique. Et il m'a dit, mais en fait, vas-y, demande la commission des lois, parce que, justement, en soi, c'est pas celle où on attend des femmes, et en fait, t'as tout à fait les capacités pour le faire. Et c'est vraiment, suite à cette discussion avec Sergio, que je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Ça m'a vraiment décomplexée. Mais ça, voilà, c'était pas quelque chose où je me disais que je pouvais être à la commission des lois, qui est une des commissions les plus, voilà, les plus importantes, et y compris en termes de charge de travail. Et de se dire, voilà, est-ce qu'on aura le temps, déjà qu'on sait que quand on est élu, on se dit, pendant 5 ans, on ne va plus avoir de vie. Et ça s'avère très vite être le cas. Et c'est aussi un des problèmes sur comment fonctionne et le rythme de la vie parlementaire et le rythme de la vie politique qui fait qu'on est obligé de se dire, voilà, on est élu, c'est 5 ans où on signe comme si on signait pour le bail, quoi, quelque chose où... et ça, c'est quelque chose qui empêche aussi. Et donc... je pense que oui, à chaque fois, en fait, et que ce soit en commission ou à l'Assemblée nationale, on n'est pas perçu ni entendu de la même manière que des collègues hommes. Et donc, non, il n'y a pas un sentiment d'être égal de ces collègues députés. Mais je crois que ce qui a peut-être un peu changé, à part... Enfin, au-delà du fait qu'il y a un plus grand nombre de députés femmes, et ça quand même, ça change, ne serait-ce que la confiance, le fait d'être dans un univers où on n'est pas l'unique femme. Je pense que ce type de dynamique fait que voilà, il y a des choses qui commencent à se débloquer. Mais c'est une question de rapport de force collectif à instituer et je finis là-dessus, et d'espace, y compris au sein des institutions, surtout au sein des institutions. On est à l'Assemblée nationale et on sait, vous parliez de l'affaire Beaupin, où dans les espaces de pouvoir, il y a voilà, de la discrimination, il y a de l'intimidation, il y a des agressions. Et Clémentine évoquait Chère collaboratrice et ce groupe qui s'est mis en place il y a quelques années et qui est encore aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui encore à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'espace véritablement où des femmes, qu'elles soient députées ou agents, parce qu'il y a aussi tout le personnel, peut voilà, trouver une écoute ou sait qu'elle peut se rendre pour avoir ces outils-là. Et donc c'est aussi un élément de la bataille pour se sentir inclus, ou pour créer une inclusion qui est des espaces de sécurité, de conseil, etc. Au cœur de l'institution. Et ça, aujourd'hui encore à l'Assemblée nationale, après tout ce qui a été dit et révélé autour de ce qui se passe, y compris dans les hauts lieux de pouvoir, ça n'existe toujours pas. Et je pense que ça participe aux difficultés pour les femmes de se sentir pleinement légitime, parce que ça reste un espace extrêmement hostile. J'ai juste une petite question rapide, puisque c'est pour montrer la réalité du pouvoir. La commission des lois, vous êtes combien de femmes sur combien de membres À la louche. Hein. Vous savez, oui, peut-être. Oui, Frédéric, vous pouvez répondre. Non, je dis appuyer sur le... Voilà. À vue de nez, puisqu'on l'a vu fonctionner, cette commission, peut-être un tiers, pas plus, et encore, hein.
Alors justement, je voulais vous donner la parole, Frédéric Matonti. Vous avez donc publié dans l'IB, donc dans les pages ID, le 28 juin 2017, cette tribune qui s'appelle, donc c'était juste au moment où après donc l'élection donc historique de 40% de femmes à l'Assemblée. 38,8. Assemblée, donc le titre, c'était Assemblée féminisée, la parité pas encore gagnée. Ce que vous montriez, c'était que effectivement, donc dans le pouvoir, il y a différents stades et différents lieux de pouvoir, et donc le pouvoir le plus haut, le pouvoir le plus important, effectivement, les femmes disparaissent. Donc, bien sûr, il y a l'Assemblée, mais on voit que le jeu des commissions est extrêmement important. Le gouvernement est paritaire, mais après, il y a le jeu des directeurs de cabinet, des conseillers ou du cercle le plus proche d'Emmanuel Macron. On parle des Mormons à propos de ses donc, plus proches conseillers. Donc, il y a très peu de femmes. Il y a Sibeth Ndiaye à la communication, il y a Brigitte Macron. Et à peu près, voilà, c'est tout. Donc, comment expliquer cette parité de façade, on pourrait dire, d'une certaine façon ? Je vais essayer de reprendre la question un tout petit peu différemment, c'est-à-dire que, mais en répondant à celle que vous posez. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser les choses en politique, mais aussi, comme dans d'autres activités professionnelles, on a un peu rigidifié la notion de plafond de verre. En fait, il y a une notion plus intéressante qu'utilisent beaucoup les sociologues professionnels et qui travaillent sur le travail, c'est de parler d'une course d'obstacles. Et c'est de dire qu'en réalité, c'est à tous les moments du métier politique ou du métier en général que se fait l'élimination des femmes. Et donc, si je prends rapidement quelques exemples, par exemple, les viviers qui permettent d'entrer en politique. Il y a les partis, il y a les organisations de jeunesse, il y a les syndicats, il y a les associations, il y a les écoles du pouvoir, pour aller vite, l'ENA, les grandes écoles de commerce, etc. Là, je ne détaille pas, Daniel Obono l'a dit d'un certain point de vue tout à l'heure, c'est-à-dire que là, déjà, il y a moins de femmes. Après, pour les investitures, si vous regardez qui sont les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui vont donner les investitures, quelle que soit la manière dont c'est organisé dans les différents partis, c'est très, très, très majoritairement des hommes. Alors, il y a des effets d'entre-soi, mais il y a aussi des effets qui est, on ne va pas sortir le copain qui est là, donc on va plutôt mettre, parce que la parité, c'est ça, si on veut l'appliquer, c'est qu'il faut sortir un homme pour mettre une femme, ou bien il faut mettre une femme sur une circonscription ingagnable. Donc, le plus simple, c'est de mettre une femme sur une circonscription ingagnable. Bon. Après, voilà, il y a l'entrée dans les différentes instances, que l'on prenne une municipalité, que l'on prenne l'Assemblée. Les femmes, elles ont une tendance qui est liée à la manière dont elles sont éduquées, à leur socialisation, qui consiste d'abord à ne pas se sentir aussi compétente qu'un homme, jamais, c'est vraiment lié à la socialisation, et puis ensuite à reproduire ce qu'elles savent faire. Et dans le témoignage que donnait Daniel Obono tout à l'heure, c'était très intéressant, c'est-à-dire elle disait, moi je me sentais pas d'aller à la commission des lois, parce que moi les lois, j'y connais rien, je suis pas juriste, et donc il faut qu'il y ait un homme qui lui explique que c'est pas d'abord une compétence de juriste pour qu'elle y aille. Bon, en fait, ça, si vous regardez si vous regardez les délégations, si vous regardez les commissions dans les régions, ou si vous regardez les commissions à l'Assemblée, vous obtenez toujours le même résultat, c'est-à-dire que les femmes généralement choisissent des lieux qui sont les prolongements de ce qu'elles savent faire professionnellement. Or, comme on sait bien que professionnellement, les femmes ne sont pas dans autant de métiers que les hommes, eh bien, ça ne les prépare pas à exercer les fonctions les plus prestigieuses comme élus, ni dans les ministères, parce que effectivement, on a un ministère on a un gouvernement qui est relativement paritaire. Si on détaille dans les fonctions, la plupart des hommes sont à des fonctions que je vais dire masculines, celles qui sont supposées être accordées naturellement aux compétences masculines, et les femmes dans des commissions supposées féminines, etc., etc. Donc la petite enfance, bon, voilà. Donc je détaille pas. Bon, alors je reviens pas non plus sur le calendrier de vie parce que tout le monde en a parlé, mais
Du coup, quand on regarde l'Assemblée telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'il y en avait, c'est le record. Mais si j'avais fait ce papier aussi, alors c'était pour mettre en garde sur ce qui s'est d'ailleurs révélé exact, à savoir que la présidence de l'Assemblée ne reviendrait pas à une femme, la plupart des présidences de commission ne reviendraient pas à des femmes, et le chiffre qui explique qu'il y ait tant de femmes qui soient élues du côté d'En Marche notamment, c'est le fait que précisément, il n'y a personne à sortir. Et donc, c'est très facile de nommer des novices dans ces positions. J'ajoute une dernière chose qui est très importante sur cette question, c'est que on est toujours dépendant de celui qui est le faiseur de liste, de celui qui vous a désigné. Donc plus vous prenez une personne novice qui vient d'être désignée par un mentor pour aller vite ou par quelqu'un qui l'a choisi, et plus ça entraîne des formes de loyauté. Donc ça explique aussi que franchement, c'est une bonne affaire de nommer des novices parce que leur capacité à se rebeller contre leur président de groupe est en général assez faible. J'ajoute aussi que les novices, ce sont celles et ceux qui, et surtout celles, parce qu'on l'avait bien constaté quand on avait travaillé sur les premières applications de la parité, c'est celles qui très souvent ne se représentent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui entrent en politique, ne serait-ce que parce que la loi appelle ces entrées, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui restent. Il y a beaucoup moins de femmes qui restent que d'hommes, pour toutes les raisons qu'on a dites, dont la dureté, dont le calendrier de vie à mettre en harmonie avec la vie politique, etc. Voilà, je m'arrête là. David Cormand, est-ce que vous pratiquez les novices sur pour faire les faiseurs de liste ou vous avez... Ça m'a fait réagir cette phrase parce qu'elle est très intéressante. Mais oui, parce que très imagée, on voit bien. Oui, et c'est un des effets potentiellement pervers d'ailleurs de la parité technique. C'est-à-dire que j'ai contenté de parler du parti que je connais bien, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts. Et puis vous faisiez allusion au procès de cette semaine, enfin vous posiez une question sur le procès de cette semaine. Il y a une chose notamment qu'a dit Cécile Duflot qui m'a interpellé, c'est que cette parité d'obligation, qui est une bonne chose, il faut la maintenir, elle a aussi eu pour effet de mettre dans les pattes d'un certain nombre d'hommes des femmes novices, pour prendre ce terme. Et il y a après un autre phénomène qui est une sorte de syndrome de Pygmalion, où un certain nombre d'hommes considèrent que l'exercice du pouvoir, c'est séduire, et que séduire, c'est dominer. Et que dans la stratégie de domination, il y a une forme de jouissance à promouvoir des femmes que l'on sélectionne et qui mettent... C'est ça qui est terrible. C'est que... terrible. C'est qu'il n'y a pas que... On ne s'en sort pas uniquement par la méthodologie. C'est-à-dire que oui, il faut une méthodologie de parité, de machin ou quoi, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que tout est fait, tout est organisé, organisé consciemment, inconsciemment, pour qu'in fine, en fait, quand on est une femme, c'est pile et perdent face, c'est les autres qui gagnent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est plus compliqué. Et on parlait du rapport à la parole. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire que la parole des femmes, très souvent, elle est tolérée que si elle est dans la ligne majoritaire. C'est-à-dire une femme qui dit ce que la norme, y compris politique, considère comme juste, là, ça passe, c'est bien, parce que ça cautionne le truc majoritaire. Quand on est une femme et qu'on commence à dire des trucs qui ne sont pas majoritaires, c'est plus compliqué. Et j'imagine que quand on est une femme et noire, c'est encore plus compliqué. Et donc, il y a des choses qui se stratifient où, au fond, la parole des femmes n'est pas considérée comme a priori légitime. Il faut qu'elle a une injonction à démontrer que sa parole est légitime. Alors que quand c'est un homme qui parle, a priori, ce qu'il dit, c'est pas trop con. Et même s'il dit des conneries. Oui, mais et s'il dit des conneries, c'est-à-dire que s'il est transgressif, c'est bien d'être transgressif. Si c'est une femme, c'est mais qu'est-ce qu'elle nous veut un peu, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur la remise en question profonde et l'éducation, je ne sais pas comment, des hommes, et sur la façon dont on a réussi à rétablir une égalité. Alors bien sûr, il y a ce qui se décline par les temps et tout ça, mais y compris le rapport au temps, parce que d'une part, il y a le temps privé qui est effectivement continué à être géré par les femmes, mais ceux qui décident des temps de réunion, des moments où il y a les réunions, ou comment tout ça s'organise. Vous savez, quand on organise les réunions, souvent on fait qui est-ce qui est disponible à telle heure.
Et c'est un enjeu de pouvoir aussi de décider à quelle heure ça se décide. Et souvent, c'est les hommes qui vont chier avec ça. Ah oui, mais pour moi, il faut que ça soit à cette heure-là, etc., etc. Et enfin, Clémentine le disait tout à l'heure, c'est au quotidien, c'est permanent, le truc de couper la parole. Mais moi, enfin, avant qu'on m'alerte là-dessus, maintenant je fais gaffe dans les réunions, et c'est vrai, c'est statistiquement, systématiquement, un mec, on lui coupe assez peu la parole, une femme, et cette espèce d'écosystème, encore une fois, permanent, fait que, bon voilà, la prise de conscience, elle est en train d'évoluer, mais c'est comme sur l'écologie, ça d'ailleurs. La prise de conscience, elle est en train d'évoluer, mais c'est pas parce qu'on a pris conscience qu'on a résorbé les raisons qui font qu'on est extrêmement loin du compte. Daniel Obono, oui, vous avez été peu épargné, vous avez fait, donc, par vos prises de parole, qui font partie du jeu politique, mais est-ce que pour vous, est-ce que c'est allé plus loin que le jeu politique classique? Parce que vous avez eu parfois des paroles transgressives, ou en tout cas qui auraient pu être applaudies pour un homme. Vous avez dû faire face à des débats assez violents, même très violents. Enfin, je ne sais pas comment. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment vous avez géré ça? Après, je pense que je ne sais pas si j'ai géré ou j'ai réussi à gérer la situation. Je crois que de toute façon, et c'est l'expérience que partagent de plus en plus de femmes élues politiques sur le fait d'être une femme élue et publique et médiatisée, fait qu'on est soumis à une attention particulièrement souvent invasive, et on va être plus durement critiquée ou plus durement reprise ou plus durement jugée que les hommes. Ça, c'est aujourd'hui évident, peut-être pas pour tout le monde, mais ça, c'est en tout cas moi, ce dont j'ai fait l'expérience, ayant en plus, on va dire, une expérience militante d'un certain nombre d'années. Donc j'étais habituée au débat en fait politique, à la confrontation, y compris très très dur en termes d'opposition, de majorité, de minorité. Donc ça, je connaissais, j'y étais habituée. Mais c'est vrai que passer au statut élu médiatique, et voilà, ça a été quelque chose d'extrêmement violent et déstabilisant, y compris, alors sans parler voilà, des commentaires. Je pense que d'autres, Clémentine et d'autres, savent ça aussi, c'est-à-dire que le type d'insultes qu'on va recevoir, qui sont systématiquement sexistes, racistes, dans mon cas, et voilà, ça, c'est, je pense que ça montre le caractère très orienté, et le fait qu'on n'est pas jugé de la même manière, voilà, y compris la nature sexiste et sexuelle, et en termes de volonté en fait de dégrader la personne physique dans ce type d'insultes qui sont très violentes, effectivement. Après, je pense que c'est là où je parle des médias, mais du coup, je pense que c'est là où il y a un enjeu à ce que c'est pas simplement dans la sphère politique qu'il y a une bataille à mener, mais ne serait-ce que dans la sphère médiatique, sur justement la question du partage de la parole, la question de la présence sur un plateau. Je pense à l'expérience qu'a vécue notre camarade, collègue Sarah Legrain sur un plateau d'une émission politique où elle est la seule femme, et où voilà, elle se fait couper la parole systématiquement, au point où elle s'en va. Et je pense que c'était vraiment symbolique de l'expérience de beaucoup de femmes, c'est-à-dire qu'on est obligé de se sortir pour se préserver, parce que voilà, sinon on se fait détruire, quoi. Et donc oui, c'est extrêmement violent et dur, et je pense que la manière de le gérer, elle est d'abord
elle est à la fois collective et politique, et le fait de le poser comme une bataille politique en soi, voilà, de dire on n'accepte pas ce genre de comportement, quels que soient les désaccords politiques, etc. Et donc ça, il faut que ce soit quelque chose qui soit conscient et mis en œuvre par l'ensemble du groupe. Moi, je pense à mon groupe parlementaire, sans le soutien duquel j'aurais jamais réussi à gérer cette situation, à son cercle familial, amical, conjugal, voilà, d'être en capacité d'avoir ce soutien-là, et aussi de se dire à un moment donné, individuellement, personnellement, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là, parce qu'en sachant que même avec un soutien collectif et même avec un rapport de force, on va s'en prendre plein la tête quand même. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui est géré une fois pour toutes. C'est voilà, à chaque moment, à chaque intervention, voilà, on se pose la question et on choisit ou pas de s'exposer. Mais encore une fois, je pense que le rapport de force qu'on arrive à créer collectivement dans un groupe parlementaire, dans une commission, dans une assemblée, c'est fondamental sur la capacité qu'on a ensuite individuellement à se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir intervenir publiquement. Et donc c'est vrai pour l'espace politique, c'est extrêmement vrai pour l'espace médiatique, devant et derrière la caméra, voilà, qui, selon que les contacts qu'on va avoir, par exemple avec des journalistes ou des rédacteurs en chef, des personnes qui organisent l'espace médiatique, qui décident qu'on va avoir une seule femme ou qu'on va mettre 2 femmes, etc. Voilà, c'est aussi cette bataille-là qui permet ensuite qu'il y ait de la place et qu'il y ait l'espace protégé suffisamment pour que des femmes puissent s'exprimer et être entendues. La prise de parole, c'est aussi une prise de pouvoir. C'est prendre la parole, c'est expliquer, c'est donner une interprétation du monde. Il y a une féministe américaine qui s'appelle Rebecca Solnit qui a constitué ce concept assez intéressant qui s'appelle le mansplaining, donc c'est-à-dire cette proportion des hommes à expliquer le monde et donc à couper la parole, puisque eux, ils savent. Et quand ils prennent la parole, après, souvent, ils ne la lâchent pas beaucoup et ils parlent. En quoi cette prise de parole est extrêmement stratégique et est une question de pouvoir, Réjeanne Sénac? Alors l'enjeu, et dans nos échanges, on le voit bien, c'est les conditions de possibilité pour être reconnu réellement comme autonome. C'est-à-dire comme étant en capacité de déterminer de manière non contrainte et non minorée, non sous influence, ce que l'on juge légitime, sa loi, sa norme. Et c'est la condition pour pouvoir ensuite être législateur, réellement. Donc, dans le rapport en particulier à la parole, ce qui est intéressant, c'est que savoir quelle parole porte, quelle parole est légitime, savoir comment est-ce qu'on est considéré comme autonome. Et par rapport à un terme qui a pas mal été utilisé aujourd'hui, c'est le terme de parité. Le terme de parité, ça fait partie des 9 langues. Malheureusement, l'égalité en devient une aussi, comme le féminisme, puisque tout le monde se dit féministe, même Marine Le Pen. Donc là, on se rend compte qu'il y a un peu de problème dans ce que véhicule ce terme. Mais le terme de parité, la parité, c'est le partage à égalité du pouvoir. Très concrètement, et on le voit dans le rapport, bien sûr, à la parole, mais c'est la question de quoi ? Alors Nancy Fraser nous dit qu'il faut regarder 3 dimensions. La question de la redistribution, la question du partage des places, du partage du temps de parole. Donc là, on va comptabiliser. Donc on va objectiver les inégalités en regardant à quelle place les hommes et les femmes sont dans la société, en politique, combien de temps elles parlent. Voilà. Bon. Donc là, on est dans une question de redistribution des places et du temps. Là, on voit bien qu'on n'est déjà pas à égalité. On a donné les chiffres grâce aux lois contraignantes dites de la parité. On a maintenant autant de femmes que d'hommes dans les scrutins de liste, quand ça s'applique. Mais par contre, dès qu'on regarde le partage du pouvoir, on n'y est absolument pas. Et on est dans quelque chose qui est de l'ordre encore de la division horizontale et verticale. Il y a autant d'adjointes que d'adjoints dans les communes concernées maintenant, plus de 1000 habitants. Mais 80% des adjoints aux finances sont des hommes et 80% des adjointes, je suis près de l'accorder comme ça, à la famille sont des femmes.
Donc la redistribution, elle doit se regarder avec ce prisme de la division horizontale et verticale, c'est-à-dire où est-ce qu'on est, hein. Et on a vu que les numéros 1 sont encore en grande majorité en France des hommes, dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde politique. Et on est ici à l'Assemblée nationale, on a parlé des commissions. Il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale, 2 sont dirigées par des femmes. Si on regarde les groupes politiques, vous êtes bien placés pour savoir qu'il n'y a qu'un groupe qui est dirigé par une femme, et ce n'est pas un groupe qui fait partie de la majorité parlementaire, hein, puisque c'est le groupe socialiste. Hein, voilà, Parti socialiste, Nouvelle Gauche. Et on retrouve exactement les mêmes chiffres au Sénat. Au Sénat, c'est le Parti communiste et écologique qui est dirigé par une femme. Et sur les commissions, on est pareil, on a 2 commissions. Donc la question de la redistribution, elle est à regarder de manière pas seulement quantitative, mais qualitative. La question de la reconnaissance, c'est comment portent les voix. Non seulement il y a moins de voix de femmes, mais comment elles sont reconnues. Si elles sont perçues à travers ce prisme d'attente différenciée, on voit bien que leur portée ne sera pas égale, et que ça sera toujours vu à travers un prisme. Et vous avez parlé du rapport à l'autorité et du rapport aussi, qu'est-ce que c'est être un bon numéro 1 ? Un bon numéro 1, c'est être reconnu comme légitimement tranchant, pouvant prendre des décisions qui ne sont pas la somme des intérêts particuliers, mais qui doivent faire advenir l'intérêt général, même dans la divergence avec un certain nombre de personnes qui sont sous l'autorité de ce numéro 1. C'est ça, être un numéro 1. Et c'est complètement contradictoire avec l'héritage de ce que c'est qu'être une bonne femme. Alors, vous voyez, les expressions en termes de légitimation, c'est fabuleux, hein, qui est plutôt être dans le consensus, arriver à trouver une solution de compromis. Quand on est numéro 1, on n'est pas dans le compromis. On est légitimement autre part que dans le compromis. Donc là, on est dans des injonctions contradictoires. Et le troisième versant que je trouve très intéressant, c'est le versant qu'elle appelle éminemment politique. Premier versant économique, deuxième versant culturel, troisième versant politique, qui est celui d'être en position de changer les règles du jeu. Être reconnu comme un être égal, c'est être en position de changer les règles du jeu. Et aujourd'hui, vous avez parlé, Frédéric Matonti a parlé des faiseurs de listes, des faiseurs de lois, de ceux qui sont dans les gatekeepers, ceux qui gardent les portes, c'est les hommes. Les secrétaires fédéraux, nationaux aux élections, en grande partie, c'est des hommes. Les têtes de liste, c'est des hommes. Donc, et ceux qui sont dans des positions d'arbitrage, c'est des hommes. Donc là-dessus, sur le rapport à la voix, je crois qu'on est vraiment dans un héritage qui est celui de la minoration historique des femmes, pour des raisons qui sont consubstantielles. On est souvent dans une espèce d'illusion où le problème, ça serait plus qu'un problème de comment, de choix de moyens. On serait tous d'accord pour l'égalité, maintenant, ça serait plus qu'un problème de comment. Non. On n'a pas une égalité formelle idéale et puis une inégalité réelle pervertie. Non, on n'a jamais eu une égalité formelle idéale. Nos idéaux, et c'est là où on a des totems et des tabous à dépasser, c'est là où c'est très difficile. Dans la sphère privée, on a le rapport à un amour un peu éthéré, non politique. Voilà. Donc ça, il y a du boulot, hein, parce que le récit qui nous est fait est un récit en termes de socialisation qui n'est absolument pas celui de la préparation des filles et des garçons à se penser comme des égaux, sans avoir peur des rapports de pouvoir et de force qui sont aussi dans les rapports interpersonnels. Et en politique, de manière dans la sphère publique, on est dans une espèce de totem du rapport à l'égalité. Or, l'égalité telle qu'on en a hérité, c'est une égalité qui a exclu les femmes et les racisés pour des raisons fondamentales. Parce qu'ils n'étaient pas reconnus comme des êtres de raison. Ils étaient toujours perçus comme embourbés dans leur destin naturel. Donc, on hérite de ça. On a parlé du droit de vote des femmes. Le droit de vote des femmes, il a été concédé dans une ordonnance portant organisation des pouvoirs à la libération. Si ça avait été que du général de Gaulle, on n'aurait eu que le droit d'éligibilité et pas le droit de vote. Il a fallu une pression en particulier de Fernand Grenier, représentant communiste. Donc je veux dire, c'est quand même pas rien. Ici, on a l'Assemblée nationale, le droit de vote des femmes en France, soi-disant le pays des droits de l'homme et de l'égalité, des droits de l'homme, bien entendu, on ne dit même pas encore aujourd'hui droit humain. Il n'a pas été conféré par une loi, par un vote de nos parlementaires, de nos représentants nationaux, mais par une ordonnance. Donc, et on a été obligé de mettre en place des lois contraignantes parce qu'il y avait aussi peu de femmes élues à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les années 90 qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire 5%. On est dans cette société-là. Donc le mythe de l'égalité déjà là, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique, alors c'est triste, hein, je veux dire, être lucide, c'est jamais agréable. Alors bien sûr qu'il y a des avancées. Maintenant, on a le droit de vote, on a même l'égalité de droit, c'est fou, hein, depuis la fin du XXe siècle. Mais on est empêtré dans les inégalités de fait.
Et si on en reste avec cette idée que l'égalité formelle est belle, non. On a vraiment, sans repentance, sans rédemption, mais avec grande lucidité, à déboulonner nos totems et nos mythes pour arriver à avoir une réalité qui soit une réalité égalitaire pour toutes et pour tous. Donc sur le rapport à l'avoir, c'est central ce rapport à l'autonomie et ce rapport à la reconnaissance, mais ça nous demande de sortir de cette espèce de surmoi égalitaire, de voir que notre ça, il est hyper pesant, il est très inégalitaire, et que donc notre moi, il est un peu schizophrénique et pas voilà. Donc, mais je pense aussi qu'un dernier point, qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Et quand moi je fais des enquêtes, je vois bien que cet horizon de l'égalité qui serait une égalité indifférenciée, où qu'on soit identifié comme homme ou comme femme, qu'on soit de telle ou telle couleur de peau, de telle religion, on puisse s'épanouir de manière indifférenciée avec une singularité qui soit individuelle et pas de catégorie, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Et ça, il ne faut pas non plus rester dans l'illusion du consensus, et que quand même, on va avoir à se battre parce qu'il y a des positions qui sont plutôt de l'ordre d'une forme du néo-essentialisme, où il y a des complémentarités, où il n'y a pas forcément les mêmes qualités, et donc pas les mêmes attentes. Donc le chemin, il est commencé, mais il est loin d'être fini. Et puis il y a plusieurs chemins. Et ça, je pense que c'est important d'avoir conscience de ça. On ne veut pas tous aller au même endroit, même si malheureusement, on utilise un peu tous les mêmes mots aujourd'hui, comme le terme de féminisme, d'égalité, de parité. Et je pense que c'est bien aussi que les mots soient clivants, parce qu'ils disent pas, on n'y met pas la même chose. Vous avez tout à fait raison sur le terme d'égalité, qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes objectifs, il suffit de voir parce que la déclinaison de ce débat qui se voit peut-être bien plus de cette façon-là, c'est quand on parle de différence des sexes, et là le débat extrêmement clivant qu'il y a autour de la différence des sexes. Est-ce qu'elle s'efface ou est-ce qu'il faut la réaffirmer, etc. Et c'est là où se joue souvent l'expression de ce différent autour de l'égalité. Frédéric Matonti, je voulais donc... Comment sortir de cet héritage, si on va passer à la dernière partie de notre discussion, sur comment changer les règles et dans quelle... alors les changements de règles se font, hein, donc il y a les lois paritaires, mais on voit bien on n'est pas encore le chemin n'est pas encore totalement parcouru. Comment changer les règles aujourd'hui à partir de l'état des lieux qu'on a dressé là ? Alors déjà, sur la parité, on peut aller plus loin, hein, c'est-à-dire que la contrainte paritaire, elle est très très forte pour les assemblées les moins importantes. Plus on monte dans l'ordre des assemblées, moins la parité est contraignante. C'est-à-dire que si vous regardez pour l'Assemblée législative, par exemple, les contraintes sont des contraintes financières qui, certes, sont évidemment importantes, mais un parti qui a les moyens de payer peut se permettre de ne pas respecter la parité, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Bon. Après, je pense qu'il y a du long terme et du court terme. Sur le long terme, il est clair que tout commence, je dirais, à la socialisation primaire des enfants et l'éducation à l'égalité. Évidemment, c'est un objectif. Alors, c'est un objectif sans cesse recommencé. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont jouables du côté du statut de l'élu. Par exemple, beaucoup de femmes hésitent à entrer en politique parce que ça va impliquer un choix entre une vie professionnelle, et je ne parle même pas vie professionnelle, vie familiale, hein, mais entre une vie professionnelle et une entrée en politique. Et il y a très peu de garanties, de statut quand on revient en politique. Et je pense que là, il y a des choses à faire du côté de mécanismes d'incitation qui permettraient de reconnaître l'activité politique, qui permettrait de se réinsérer sans perdre. Il y a des choses qui ont été faites pour les maires, mais uniquement pour les maires, pour être beaucoup, enfin les maires MAIRE, hein, bien sûr, pourraient être appliquées beaucoup plus pour les femmes élues entrant en politique, aussi parce que ça permettrait après tout de faire aussi quelque chose qui aide les femmes à entrer en politique par des mécanismes, je dirais, des mécanismes automatiques. C'est-à-dire que plus il y a de turnover, et donc plus il y a d'hommes qui sortent, plus il y a de nouveaux entrants qui peuvent accéder à des postes politiques. Mais ces nouveaux entrants, il faut les accompagner. Je suis toujours très frappée de voir ce que racontent les gens qui sortent, notamment d'une élection qu'ils ont perdue, à quel point ça peut être difficile de revenir dans un milieu. Là, c'était très marquant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis. Ils n'étaient pas forcément très préparés à revenir dans un monde...
dans un monde professionnel ordinaire. Alors, c'est des députés, c'est plus facile, mais il faut bien penser évidemment à tous les élus municipaux, des régions, etc. Et je pense qu'une manière d'aider les femmes à entrer en politique et à s'y maintenir, c'est vraiment de garantir ce retour à l'emploi éventuel. David Cormand, donc vous, en tant que responsable d'un parti politique, est-ce que vous avez mis en place des règles nouvelles, des procédures nouvelles Comment vous faites face à ça? Mais ce que je vous disais, c'est que les règles, on les a mises en œuvre depuis quasiment notre origine. Et donc, on voit bien qu'elles ont soit elles ne marchent pas très bien, soit elles ont même des effets pervers. Exactement. Et donc, c'est ce moment de réflexion qu'on a et de remise en question réellement. Il y a une phrase là que j'ai notée d'une féministe américaine du 18e qui dit une phrase que je l'ai entendue parce qu'elle est en préambule d'une série Netflix, un documentaire Netflix et tout ça. C'est « Je ne réclame aucune faveur », c'est Sarah Grimke, donc cette féministe qui est morte en 1872. « Je ne réclame aucune faveur pour les personnes de mon sexe. Tout ce que je demande à nos frères, c'est qu'ils veuillent bien retirer leurs pieds de notre nuque. » Et en fait, ce que je me dis moi, c'est qu'il faut que les hommes qui font de la politique cessent d'être indifférents de l'endroit où ils posent leurs pieds. C'est-à-dire qu'il faut avoir sans cesse à l'esprit, quand on organise une réunion, quand on réfléchit, même pas à la désignation des candidats, mais à la manière dont on va désigner des candidats. J'ai une anecdote à ce sujet, mais je crois qu'elle est dans la salle, Sandrine Rousseau, qui a écrit un livre dont vous avez entendu parler, peut-être, qui s'appelle « Parler ». Et dans ce livre, d'ailleurs, elle a la délicatesse de ne pas me citer, elle dit qu'à un moment, elle s'adresse à un dirigeant politique, en l'occurrence c'était moi, pour me dire « David, ça va pas », je crois que c'était après ou juste avant l'affaire Bopin, mais ça va pas, il faut qu'on mette en place des procédures ou quoi. Et sans doute que je devais être un peu fatigué ou désagréable, je dis « Mais tu sais, on fait déjà la parité de résultats, c'est déjà pas mal ». Et à ce moment-là, elle ne me dit rien, et dans le livre, elle dit « Mais effectivement, avec le recul, je me dis « Mais évidemment, tout ça pour vous dire que les procédures qu'il faut faire ne suffisent pas. La question essentielle, c'est comment on interroge, et je vais finir là-dessus, je crois qu'il y a un vrai sujet sur la brutalisation et la virilisation du débat démocratique, qui n'est pas nouveau, hein, qui est particulièrement intense aujourd'hui, mais qui est de fait, par définition, c'est les grandes gueules qui survivent dans ce climat-là. Et donc, faire descendre les watts, réussir à imposer un cadre et une façon de débattre et de discuter qui n'est plus dans la métaphore guerrière de la régulation des égos et du pouvoir et des conflits, et c'est là que la question percute la question de la non-violence et du rapport sincère, réel aux méthodes de non-violence. C'est encore une fois, les écolos, à l'origine, avaient tous ces éléments de matrice. Après, c'est pas parce qu'on a la prise de conscience qu'on y arrive. Donc, à un moment, il faut des éléments de... des réunions, elles ne peuvent pas durer plus d'1 heure et demie. Des réunions décisionnaires, c'est pas possible. Moi, j'ai vu combien de fois, y compris dans notre parti, enfin, j'ai été que dans mon parti, donc c'est-à-dire qu'il y a une sélection naturelle, c'est darwinien. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que la réunion, elle dure jusqu'à minuit et demi et qu'on fait exprès qu'elle dure jusqu'à minuit et demi pour que ça soit à minuit et demi qu'on prend la décision, de fait, il n'y a plus beaucoup de monde dans la salle et puis ce sont essentiellement des mecs. Voilà. Et donc, ça, c'est des règles qu'il faut s'imposer et s'interroger sur pourquoi on a mis en place ces règles. C'est qu'une fois qu'on a fait les règles, la question, elle n'est pas finie. Est-ce que c'est un sujet entre hommes politiques, ce que vous venez de dire? Oui, ça l'est. Est-ce que vous en parlez? Oui, ça l'est. Non, ça l'est, mais pour être honnête, ça l'est depuis la sortie de l'affaire Bopin. Il a fallu qu'il y ait cet électrochoc qui... parce que chez les Verts, en fait... tous les gens, les mecs, les nanas, pensaient sincèrement, et c'est pour ça qu'ils étaient chez les Verts, qu'ils étaient dans un parti écologiste qui faisait bien son travail de parti écologiste. Tout le monde, sincèrement, il n'y avait pas de faux cul conscient, il n'y avait pas aucun cynisme, il y avait une sincérité profonde. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, on s'est pris en pleine tête le fait que ceux que nous pensions avoir réussi comme comme espace militant parfait étaient non seulement pas parfaits, mais révélait des monstruosités. Et donc, bien sûr que ça a déclenché le fait qu'on s'intéresse. Après, est-ce qu'on apporte les bonnes réponses
Non, sans doute pas. Et est-ce que ça a Mais posé oui, la question du pouvoir, de l'exercice? Alors, non, ouais, du partage du pouvoir, peut-être pas l'exercice, parce que Oui, là, mais- vous venez d'en parler, mais du pouvoir Mais lui-même. encore une fois, c'est paradoxal, parce que Dominique Voynet, Cécile Duflot sont deux dirigeantes des Verts historiques, extrêmement puissantes dans le parti et qui étaient fortes. C'est-à-dire que ce n'était pas, pour le coup, des femmes qui, quand elles sont arrivées à ces fonctions-là, étaient des potiches ou je ne sais pas quoi, ou qui étaient désignées par des mecs. Elles ont pris le pouvoir dans ce parti. Et elles avaient une influence de puissance dans le parti. Mais ce que je me dis aujourd'hui, c'est que le prix, alors c'est différent, mais le prix qu'elles ont payé d'une certaine façon pour avoir ce pouvoir qui était réel, ça a été une forme de renoncement, ou vous parlez tout à l'heure des mots de Cécile Duflot sur... Son silence. En race campagne, c'est-à-dire l'abandon en race campagne, ça a été ce prix-là. Et donc même là, c'est ambigu. C'est-à-dire que même dans un phénomène où, oui, c'est une femme qui exerce les pouvoirs, les pleins pouvoirs au sein d'un parti, c'est même pas ça qui suffit à ce que des comportements et des choses dysfonctionnent. C'est-à-dire que c'est même pas suffisant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus le faire, qu'il faut du coup plus mettre. Mais il n'y a pas de vaccin, quoi. Il n'y a pas une méthodologie qui fait qu'une fois qu'on a coché ces cases-là, la question elle est réglée. Merci. Frédéric, oui, vous devez partir. Est-ce que vous voulez juste une dernière petite conclusion ou quelque chose? Non, vous préférez partir? Non, c'est difficile de conclure comme ça abruptement. D'abord, je vous prie de m'excuser de devoir partir. C'est pour la bonne cause, non, c'est pour aller faire court. Mais je crois quand même, on en parlera cet après-midi, mais il y a, enfin, vous en parlerez cet après-midi. Mais je crois qu'il y a des choses aussi qu'on n'a pas abordées et que vous aborderez, qui sont la manière dont on rend compte des femmes en politique. Moi, j'avais beaucoup travaillé là-dessus. Mais c'est vrai qu'on ne parle jamais des femmes politiques comme on parle des hommes politiques. On ne parle jamais des femmes politiques racisées comme on parle des hommes politiques blancs. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut souligner. La violence est beaucoup plus grande à l'égard des femmes et a fortiori à l'égard des femmes racisées. J'avais travaillé, moi, sur le cas Taubira, le cas Najat Vallaud-Belkacem et aussi Rachida Dati. Et il y a une virulence à leur endroit quand elles n'entrent pas dans le moule qui est celui de la femme, enfin celui de l'immigrée méritante. Par exemple, Rachida Dati, ça se retourne très très vite quand elle n'est plus l'immigrée intégrée. Et là, on peut se permettre des choses incroyables sur elle. Alors, la presse, les humoristes, tout ça, ça fait partie de notre environnement, peuvent révéler des choses sur sa vie privée, par exemple, qu'on n'oserait jamais révéler pour d'autres. Des femmes qui sont là de manière très improbable, si on regarde leur milieu social, et le fait qu'elles appartiennent à des minorités racisées, comme Najat Vallaud-Belkacem, Taubira et donc Daniel Obono aujourd'hui, eh bien, c'est d'autant plus insupportable et c'est d'autant plus agressif. C'est-à-dire qu'aucune ne vient du bon milieu social qui prédispose à faire de la politique et ça rend l'agressivité encore plus grande. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut être très attentif à ça. Je ne sais pas comment on peut faire parce qu'on a toujours l'impression de prêcher dans le désert. Beaucoup de papiers politiques continuent à commencer par une description des femmes, de leur physique, de leurs vêtements, etc., etc. On a beau le dire et le répéter, c'est souvent sans effet. On va essayer que ça change, peut-être de trouver un peu plus de solutions aujourd'hui. Je vais passer, c'est le moment de passer les questions à la salle. Peut-être, on m'a dit que Sandrine Rousseau était là. Est-ce que peut-être veut-elle commencer, si ça lui dit, et poser une question, ou en tout cas nous donner son... Voilà, venez, je vous en prie. Vous pouvez, si vous voulez, prendre la place de Frédéric Matonti. Merci beaucoup à vous. Je ne vais pas rester longtemps, donc je m'assois là juste pour faire une petite précision. Ce qui me frappe beaucoup dans le procès Beaupin, parce que finalement, le procès Beaupin, je suis d'accord avec ce qu'a dit David et ce qu'ont dit pas mal de gens qui ont assisté aux audiences, c'est qu'il a un caractère... peut-être pas historique, mais en tous les cas marquant, parce qu'il décrit non seulement les procédés d'un agresseur, mais aussi
de tout un système autour qui a permis qu'ils sévissent pendant plusieurs années. Et on voit aussi l'évolution que chacun et chacune a fait vis-à-vis de cette situation. Certaines ont avancé, d'autres moins. Et donc, il y a quelque chose d'un peu emblématique, je trouve, de la situation des femmes en politique. Mais ce qui m'a frappée, moi, et qui n'a pas été évoqué là, c'est que quasiment toutes les femmes qui avons témoigné à la barre, toutes nous avons dit nous devions faire nos preuves. Et ça, cette phrase, nous devions faire nos preuves, ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire, on était là, seuls, et on était regardés, on était jaugés, jugés, et donc on était isolés, et quelque part, on ne pouvait pas se permettre de parler dans l'instant, parce que justement, on était au milieu de cette arène, et nous étions observés de près. Et ça me conduit à la seconde remarque qui n'a pas été dite, c'est que ce qui est très frappant aussi dans ce procès, c'est à quel point les femmes n'ont pas été mises en situation de solidarité. Et je dis volontairement été mises en situation de solidarité. C'est-à-dire que toutes, au moment des faits, nous nous considérions comme rivales les unes des autres, à des degrés divers, pour des raisons diverses, etc. Et ça, pour moi, c'est la grande victoire du patriarcat et la grande victoire de la domination masculine en politique, c'est d'avoir réussi à la fois faire des lois sur la parité et de ne pas permettre aux femmes de se sentir en solidarité et d'être en permanence en concurrence les unes avec les autres. Et donc le seul message que je voudrais vous dire aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a plein de jeunes femmes qui veulent faire de la politique, c'est surtout ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège, soyez solidaires et vous verrez que vous pourrez faire de la politique et de la politique autrement et de la politique qui sera bien meilleure aussi pour les citoyens et les citoyennes. Merci beaucoup. Enfin, oui. Sororité. Non, mais peut-être parce que comme on parle beaucoup de ELV, c'est vrai que c'était le cas emblématique, mais rappelez que, y compris ce que vous disiez, ce qui était dit sur le fait qu'il y a eu des dispositifs qui étaient mis en place, etc., je pense que c'est vrai, il faut le rappeler, dans tous les espaces politiques, organisationnels, que ce soit le petit groupuscule militant jusqu'au parti de gouvernement. Et je pense que encore à tous ces niveaux, il y a besoin, le fait qu'il y ait des dispositifs et une bataille en soi, le fait qu'on mette en place des espaces d'écoute, de parole, etc., et encore une bataille, parce que tout le monde peut y souscrire, et d'autant plus facilement maintenant qu'il y a eu cette prise de parole, cette reprise de parole qu'il faut encore continuer à saluer, et je m'associe vraiment à tous les remerciements envers Sandrine, envers toutes les personnes qui ont témoigné, parce que ça refait venir dans le débat français ce qu'on n'a pas beaucoup senti quand il y a eu le mouvement MeToo, etc. Et ça nous ramène aussi à cette réalité-là. Mais c'est encore une bataille. Et voilà, moi je parle d'expérience de militante, dans tout un ensemble d'organisations dites de gauche qui se disaient féministes, égalitaires, etc., où c'était une bataille constante et où on n'a jamais su le faire et su gérer ça, jusqu'à en tant que député dans un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Je veux réévoquer chère collaboratrice, où c'est vraiment un enjeu constant de gagner ces batailles-là, de mettre en place des espaces, des structures d'accueil, d'écoute, et c'est toujours pas gagné, même si tout le monde dit oui, il faut. Un an après, on en est encore à batailler pour qu'il n'y ait pas juste la déontologue, qu'on ait et de la formation, etc. Donc voilà, ça s'est beaucoup centré sur le cas ELV, mais je pense qu'en tant que militante politique et députée, je vous laisse souligner notre part collective de responsabilité et ma part collective de responsabilité dans le fait que c'est valable encore aujourd'hui dans l'ensemble de l'espace politique et les sensibilités politiques. J'ai juste encore une question à David Cormand et après je vous passe la parole. On a parlé de solidarité féminine, c'est très bien et c'est extrêmement important, mais la partie du problème, c'est comment impliquer les hommes, parce que pour eux, c'est forcément une perte. Est-ce que c'est forcément une perte, parce qu'une perte de pouvoir? Comment on fait? Est-ce que vous y avez réfléchi?
C'est toujours pareil, parce que c'est ambigu. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait de soucis sur le fait de c'est nécessaire, etc., de le faire. Là où ça devient compliqué, parce qu'on est pris dans des injonctions et des stratégies, parce qu'on parle d'un milieu qui n'est pas anodin, qui est le milieu de la politique et du pouvoir. Et encore une fois, ce qui se joue dans une formation politique, bien entendu, ce sont les idées, mais c'est aussi la sélection, c'est la capacité d'influence, c'est la capacité... Et les hommes déclenchent aussi et développent des stratégies, mais Sandrine en parlait, y compris parfois, consciemment ou inconsciemment, de mise en concurrence des femmes. Mais il y a même eu des cas, c'est une anecdote, mais sur Alice, c'est quand on s'est occupé des élections législatives de 2012. Donc je vous avais dit tout à l'heure, on a fait le truc de la parité de résultats, et une des 6 très bonnes circonscriptions qu'on avait identifiées comme étant gagnables à coup sûr, on avait déjà le quota d'hommes, et il fallait maintenant des femmes. Donc d'abord, sur cette circonscription-là, il faut savoir que sur les circonscriptions, il y a toujours un gars du coin. Il y a toujours un gars très légitime dans le coin qui connaît tout le monde, toutes les assos. Donc déjà, à lui, il faut lui expliquer, non, ça va être une femme. Donc là, il dit, mais pourquoi ça tombe chez moi? Je dis, ce qui est une bonne question d'ailleurs, c'est pourquoi. Et bref. Et donc là, dans cette circonscription en question, il y avait 2 hommes qui étaient candidats, et il a fallu leur expliquer, les copains, figurez-vous que ce n'est pas les 2 hommes qui se sont donc affrontés, c'est 2 femmes qui étaient leurs 2 compagnes. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert de rivalité, mais quand je parlais tout à l'heure, non pas des effets pervers de la parité, comme quoi c'est qu'on voit bien que dans un cadre militant où on gère des enjeux de pouvoir, qui n'est pas un milieu militant où il y a 400 000 adhérentes et adhérents, on est sur des facteurs humains qui mélangent en réalité plein de choses. Et la régulation de ça, en plus ça touche à des choses qui sont aussi rapport à l'intime, le diagnostic clair. Après, les solutions pour ça, moi je crois que l'une des solutions, c'est d'abord d'en parler, c'est-à-dire de poser les choses sur la table, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de zones qui soient des zones d'ombre, qui ne soient pas explicitées. C'est objectiver autant que c'est possible quand on pense à des désignations de candidatures, à des profils, et découpler les personnes qui parlent et qui, quelque part, décident de ces désignations, des personnes qui sont directement ou indirectement exposées aux enjeux de pouvoir, etc. Il faut réfléchir à des méthodes où on sort un peu du cœur du réacteur du pouvoir d'un parti, la question de qui on choisit de promouvoir, pourquoi faire, dans quel territoire, etc. etc. Est-ce que l'anecdote que vous citez montre aussi comment on gère le pouvoir dans un couple, par un couple. Et ça, je pense que c'est aussi une question qu'on devrait se poser. Mais je vais arrêter parce que sinon, vous allez dire que je monopolise la parole. Donc, les questions à la salle. Qui se lance? Un homme? Un jeune homme? Alors, je ne sais pas où est le micro. Ah, c'est Fabrice. Vas-y. On va en prendre. Ah oui, ça va marcher. Oui, voilà. Qui voulait parler? Madame. Donc bonjour, moi je m'appelle Agnès Charbonnier. Alors moi j'ai une question sur la solidarité entre femmes, puisque la dame qui est partie a parlé de la solidarité en politique qui serait une victoire du patriarcat. Et je pense que c'est une réalité qui est beaucoup plus large, puisque la solidarité entre femmes est déjà assez difficile dans la société en général. Les femmes sont très très souvent en rivalité déjà en famille, en entreprise. Et déjà moi qui suis enseignante en classe, on voit les filles en rivalité beaucoup plus que les garçons. Donc je pense que la solidarité en politique doit être difficile si déjà elle n'est pas instaurée à la base. Puis c'est vrai que j'ai été frappée aussi par l'histoire des commissions où il faut absolument, en tant que femme, intégrer une commission où il n'y a que des hommes, comme si ces commissions-là étaient beaucoup plus prestigieuses parce qu'elles sont, puisqu'elles attirent les hommes. Bon, alors on a parlé de la commission des lois, et puis après on a dit, bon, les femmes sont plutôt dans les commissions petite enfance, éducation. Alors je pense que la commission éducation, quand on pense qu'une société, c'est d'abord par l'éducation qu'on arrive à éduquer et les hommes et les femmes, voilà, se dire que puisqu'il y a des femmes, c'est forcément quelque chose de moins intéressant, puisqu'elles n'intéressent pas les hommes, je trouve que c'est déjà toujours c'est aussi une des victoires du patriarcat et des hommes. On est toujours à se comparer à ce qu'ils font, à ce qu'ils aiment, comme si c'était beaucoup mieux que le reste. Or, quand on regarde le monde qui est dirigé par des hommes, il marche quand même pas si bien que ça. Donc, je pense que les femmes peuvent se dire qu'on peut faire différemment. Voilà. Beaucoup de... Merci de m'avoir donné la parole avant le jeune homme.
Réjeanne Sénac, vous voulez répondre? Très rapidement, sur la solidarité, ça me fait penser à un livre d'une anthropologue américaine qui s'appelle Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, où elle observe 3 sociétés, où elle croit, elle, avec son petit regard de wasp, qu'elle va retrouver du féminin et du masculin, mais un peu décliné différemment. Et elle se rend compte de quoi? C'est que dans une société, nous, on la qualifierait que de féminine, même pour les hommes, et elle le lie à l'éducation, qui est assez permissive, assez sucrée. Dès qu'un bébé pleure, on lui donne, assez maternante. Et puis dans une autre, c'est une société qu'on qualifierait plutôt que masculine, il n'y a pas. Et puis dans l'autre société, elle est inversée. Les hommes sont plutôt associés aux qualités qu'on associe dans le monde occidental actuel aux femmes, et inversement. Et alors à ces hommes qui sont donc en concurrence vis-à-vis des femmes, puisque c'est elles qui ont en particulier l'argent, même si c'est eux qui vont vendre en fait les pirogues au marché, c'est elles qui ont l'argent. Donc c'est elles qui leur concèdent ou pas un peu de. Donc il faut qu'ils se parent, et il manque de solidarité bien sûr parce qu'ils sont en concurrence pour la reconnaissance. Donc j'ai trouvé, je vous conseille vraiment cet ouvrage parce que ça remet en cause à la fois notre binarité et ça montre bien que c'est lié à notre éducation, notre socialisation, et pas à des qualités naturelles plus ou moins violentes, douces, tout ce qu'on veut. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bien sûr que notre division, pour mieux régner, on divise. Ça vient du fait qu'on est minoré. Mais deuxièmement, moi, je suis un peu aussi agacée par l'injonction à la solidarité. C'est-à-dire que bien sûr que je vais être solidaire avec la déconstruction des inégalités, avec la déconstruction de la domination, mais je ne vais pas être solidaire avec toutes les femmes, parce que ça, c'est du sexisme. Voilà. Je ne vais pas être solidaire avec quelqu'un, ça dépend bien sûr dans quel cas, mais je veux dire avec quelqu'un qui a une opinion complètement différente politiquement de moi, je ne vais pas être solidaire d'elle, politiquement. Pardon. Donc cette injonction à la solidarité, il faut qu'elle soit des deux côtés. On n'a pas à être plus solidaire que les hommes, parce qu'être politique, c'est aussi choisir ses alliés. Ou être un animal politique, moi je suis universitaire, mais donc là l'injonction à la solidarité, je trouve qu'elle a deux, elle peut avoir, et j'étais aux États-Unis à faire des interventions et avant l'élection présidentielle, et bien sûr les questions c'était alors vous allez être contente peut-être que Marine Le Pen va être élue à la présidence de la République? Oui, non, comment dire, voilà, donc voilà, donc je pense que là, il ne faut pas pour autant dépolitiser les femmes, mais bien sûr comprendre que le manque de solidarité, c'est une conclusion de notre hiérarchisation. Sur la hiérarchisation politique, j'entends ce que vous dites. Dans le même moment, on ne peut pas nier qu'il y a une hiérarchisation des délégations, et une hiérarchisation des délégations, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des collectivités territoriales, et que l'adjoint aux finances, il a quand même un arbitrage qui est différent par rapport à celle qui va être chargée de la petite enfance. Donc, et que le premier adjoint, parce qu'on a parlé donc comment améliorer les choses, il y a des dispositifs légaux, et en particulier, il faut agir sur les intercommunalités. Il faut voir que le verrouillage, il ne se fait pas qu'au poste de numéro 1, il se fait aussi au poste de numéro 2, puisque là, la loi dit rien. Donc non seulement il n'y a que 16% de femmes maires, mais il n'y a que 28% de femmes premières adjointes. Et donc, moi, je ne suis pas pour la hiérarchisation des qualités ou des compétences ou des délégations, mais dans le monde dans lequel on est, il y a hiérarchisation. Et oui, être à la commission des lois ou des finances, être adjoint aux finances ou être premier adjoint ou être Premier ministre, on n'a pas le même pouvoir que si on est sans délégation. Donc là-dessus, il faut quand même aussi ne pas nier ce dont on hérite, et à la fois déconstruire cette hiérarchisation, mais aujourd'hui faire avec, pour ne pas en être dupe. Qui d'autre voulait prendre la parole? On parlait le jeune homme devant. Je voulais peut-être dire 2 mots pour accentuer ce que vous venez de dire, parce que je crois que quand on parle de solidarité, peut-être qu'il y a une compréhension différente selon les personnes. On va avoir un sentiment, en fait, dans le terme de solidarité, c'est le sentiment, l'empathie, etc. Mais je pense qu'il y a de ça, et c'est nécessaire. Et moi, je pense qu'y compris cette empathie, elle est politique, et qu'il faut des espaces où, à un moment donné, on peut partager, se parler, etc., indépendamment de son étiquette. Mais je pense que il y a la dimension la plus importante, elle est politique, la solidarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas parler de solidarité politique après quand on fait des choix qui vont aller à l'encontre du fait que des femmes vont subir telle ou telle politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une limite
à une forme de solidarité féminine qui voudrait que les femmes se serrent les coudes, voilà, indépendamment de leur étiquette, parce que je dis pas que c'est ce que vous avez voulu dire, mais du coup il y a une tension constante de mon point de vue, il y a une tension constante et c'est une bataille parce que on peut être très en désaccord et exprimer son désaccord par rapport au point de vue d'une femme de manière publique, même sans se dire que si on voit deux femmes qui s'opposent de manière très virulente, ça va desservir l'une ou l'autre. Donc je pense qu'il y a un enjeu d'assumer, voilà, y compris le fait que on puisse être en très fort désaccord, qu'on doive l'exprimer et que ça remet pas en cause en fait le fait que on se battra si l'une ou l'autre se fait en même temps dénigrer, insulter de manière sexiste, etc. Donc c'est une tension en fait. C'est toujours une question de rapport de force de mon point de vue, la solidarité, et donc c'est, je le prends pas en termes d'injonction, mais voilà, de rapport de force et de tension et de clivage, et qu'il faut assumer aussi cette dimension-là. D'accord. Alors, il nous reste 12 minutes et je voudrais il y a 2 personnes qui veulent parler et on prendra une question Facebook. Donc, on fait question rapide, réponse rapide. Monsieur, allez-y. Bonjour, Léo Thomas de Radio Campus. J'ai une question concernant les femmes politiques de droite qui sont visiblement pas présentes dans le programme. Je sais que cet après-midi, il y aura Geoffroy Didier qui est un homme. Voilà, juste une simple question. Est-ce que le féminisme, c'est de gauche ? Elles sont où les femmes de droite? Mais je crois qu'elles n'ont pas voulu venir. Voilà. Hein. Ouais, bah, allez-y, Clémentine. Non, ce qui est une réalité, c'est qu'on a eu plus de difficultés à trouver des femmes de droite qui avaient envie de parler, alors que des femmes de gauche, il y en a plein qui ne vont pas parler et qui étaient vraiment très très demandeuses. Effectivement, je pense qu'il y a une avance dans la tradition de gauche dans le rapport à ces questions-là, donc il y a une différence. Bon, voilà, mais c'est pas volontaire. Et puis après, on a un programme contraint. Donc on aurait pu faire aussi autrement. Donc ne survalorisons pas cette différence qui est aussi liée à des questions d'agenda, de demande d'équilibre politique divers et variés. Il y a un jeune homme qui voulait prendre vous. Alors, une rapide là et le jeune homme qui attend depuis longtemps. Ah ben vous reviendrez après. Bon, alors ma question porte sur un sujet que vous aviez évoqué de manière un peu rapide, mais une fois qu'une femme politique est au pouvoir, une fois qu'elle a accédé à un poste, comment mettre fin à l'espèce de double standard, vous voyez, le fait qu'une femme au sein d'un même poste soit jugée beaucoup plus sévèrement qu'un homme, et ce par ses pairs comme par la population. Et je pense, par exemple, suite à un propos, vous, Daniel Obono, vous aviez tenu une fois un propos, et je pense que c'était sur Charlie Hebdo, et tout de suite, les commentaires sur Internet les plus haineux et les plus immondes, ce sont comment se fait cette ambiance un peu de tribunal populaire où les femmes politiques sont toujours constamment à subir des propos sexistes, racistes, antisémites, à chaque fois qu'elles sont perçues comme ayant commis une faute, où un homme, lui, n'aura justement pas à subir ce type d'outrage. Voilà. D'accord, merci. Donc le double standard et donc la violence du tribunal populaire. Est-ce que vous pouvez répondre, Daniel Obono? Je ne sais pas si... Enfin, je pense que les moments, les espaces et les discussions telles que celle-là participent à ce travail-là. Mais moi, je pense que la bataille pour pouvoir être
y compris visiblement, physiquement, de pouvoir, même quand on est une femme, être agressive, assumer le fait que il y a des femmes qui ont un tempérament ou qui vont avoir un tempérament plus calme, et d'autres qui vont avoir un tempérament bouillonnant, passionné, etc., sans que ce soit considéré du coup comme agressif et comme tout de suite décrédibilisant, à la différence d'un homme. Voilà, le fait de pouvoir assumer ça, et du coup ça veut dire, encore une fois, c'est au-delà de l'espace politique, c'est l'espace médiatique, c'est comment les débats politiques sont organisés, et comment on met en scène les désaccords politiques. Donc, j'ai pas de réponse clé en main, mais ça fait partie de la bataille féministe et politique de dire oui, on assume, voilà, d'avoir des femmes qui nous représentent de différentes manières, et on laisse, voilà, on laisse rien passer, y compris de pouvoir, et ça c'est vrai pour les femmes, mais aussi du coup pour les hommes et pour l'ensemble des personnes qui sont là, quand il y a une remarque, y compris sexiste sur un plateau télé, que des hommes puissent reprendre, voilà, la personne qui fait un propos sexiste. Voilà, je crois que c'est de cette manière-là qu'on arrive aussi à démonter les constructions des préjugés, et que voilà, on avance dans cette bataille-là, quoi. Après, voilà, il n'y a pas de réponse toute faite et clé, mais je crois que le fait de dire on peut être politique, élu, etc., de 1000 manières différentes, indépendamment de son genre, de son sexe, et se battre pour que personne ne soit mis dans des cases où, voilà, une femme politique est obligatoirement doit parler comme ça, doucement, tranquillement, doit s'habiller comme ça, doit ressembler à ça, doit avoir des cheveux et une coiffure de cette manière-là. Je crois que c'est aussi un élément de la bataille pour renverser renverser la table et renverser les dominations qui structurent l'espace public aujourd'hui. Une question rapide, madame, s'il vous plaît. Oui, donc une question rapide pour Madame Obono. Bonjour à tous. Ma question, c'est tout à l'heure, Madame Frédérique Matonti a souligné la violence qui pouvait être plus grande à l'égard des femmes racisées. Donc, quels sont les conseils que vous donneriez aux femmes issues des minorités qui souhaiteraient suivre vos traces? Non. Oui, le conseil, je pense que toutes les femmes et toutes les militantes ici qui nous écoutent donnent, voilà, aux autres femmes voilà, qu'elles ont le droit de le vouloir et qu'elles ont le droit de pas le vouloir, et que c'est pas, voilà, c'est pas parce que il faut qu'il faut une femme et qu'on s'est battu et que la parité c'est important, que voilà, il faut absolument le faire. Donc voilà, qu'elles ont le droit, voilà, d'y renoncer, mais que si elles le veulent, qu'elles y aillent, quoi, qu'elles lâchent rien, et que ça va être une bataille constante, mais qu'il y a, y compris, il y a besoin de voir, voilà, de voir une multiplicité de femmes noires, une multiplicité de femmes en général, mais qu'on soit pas, enfin, justement, qu'il y a besoin que je ne sois pas la seule noire de la France insoumise, ou la seule noire aujourd'hui députée qu'on voit et qui est censée représenter, voilà, toutes les noirs et être justement un exemple. Où, voilà, il n'y a rien de pire que d'être, voilà, la femme ou la femme noire type. Et donc il y a besoin, voilà, il y a besoin d'avoir, on a besoin d'avoir et de voir toutes les femmes possibles dans l'espace politique, dans l'organisation politique, à des postes de responsabilité. Et donc
donc voilà, d'y aller et qu'on va se battre et qu'on va construire justement ce rapport de force. Mais voilà, un encouragement général et puis une exigence aussi de se dire, ça signifie aussi qu'on s'engage à se battre pour que ça puisse être possible, et donc de se dire qu'elle ne va pas être toute seule. Voilà. Et il n'y a rien de pire de se dire qu'on y va, mais voilà, on y va un peu toute seule, en guerre contre le reste du monde. Voilà, elle ne sera pas toute seule, et on sera là, quoi. Il y a des gens derrière, donc alors, voilà ce que je pourrais Laure dire. Breton, vous allez... je vais me faire l'écho donner une écho, donc l'écho d'une question via Facebook. Via Facebook. C'est une question qui nous est posée par quelqu'un qui suit le débat sur la page Facebook de Libé, qui s'appelle Noël Collin. En fait, c'est une double colle. Et je ne sais pas qui peut y répondre. Est-ce que la parité, les lois sur la parité concernent déjà ou concerneront maire et président d'intercommunalité? Et est-ce que vous pensez qu'il y aura une loi pour la parité dans les conseils municipaux? Ou qu'il doit y avoir de moins de 1000 habitants, pardon, dans les petites villes. Alors, Réjeanne Sénac, une réponse courte, et puis votre avis, David Cormon. Très rapidement, vous trouverez tout sur le site du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, dont j'ai été membre bénévole pendant 6 ans et présidente de la commission parité. Là-dessus, très clairement, le problème, c'est qu'on a besoin d'en passer par la loi, parce que quand la loi ne dit rien, l'exclusion des femmes est toujours persistante. Donc rien n'est dit sur Alors, on a rajouté des éléments sur les adjoints et les adjointes, mais rien n'est dit sur le numéro 1. Il y a des recommandations qui sont portées par le Haut Conseil à l'égalité, qui est une instance consultative auprès du Premier ministre depuis de nombreux rapports, pour dire qu'il faut jouer sur le fait de déverrouiller les 2 premiers postes, c'est-à-dire que si on a un président de conseil régional ou de conseil départemental, pour rappel, on est à 10% de femmes à peu près, ou un maire, il faut que la première adjointe ou le premier vice-président soit de sexe opposé. Donc ça, c'est une recommandation qui est portée, parce que c'est très difficile de faire quelque chose qui soit juridiquement tenable. Donc là, c'est cette idée de déverrouiller les 2 premiers postes. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est une recommandation forte. Sur la dimension des conseils municipaux, c'est une question qui est importante, parce que ça permet d'aborder ce qui se passe ensuite au niveau des intercommunalités, puisque ça a des répercussions sur les intercos. Sur les communes de moins de 1000 habitants, pour l'instant, la loi ne dit rien. En même temps, c'est le seul endroit où il y a un effet d'entraînement, et depuis d'ailleurs les premières lois en 2000, c'est-à-dire que dans ces communes-là, qu'on appelle les petites communes, les femmes sont quand même plus présentes qu'elles l'étaient avant, alors que la loi ne le contraint pas. De la même manière, elles sont plus élues maires que dans les villes où c'est pourtant obligatoire pour les conseils municipaux, tout simplement parce que l'enjeu de pouvoir y est moindre, ou est perçu comme étant de moindre importance. Donc, oui, il y a des recommandations pour appliquer aussi la parité, donc la contrainte paritaire en termes de candidature en alternance stricte dans ces communes-là, à la fois pour que ces communes, où il y a une vie locale aussi très importante, fassent vivre ce partage des responsabilités, mais aussi pour que c'est des répercussions au niveau des intercos, parce que dans les intercommunalités, on n'a pas parlé, on se retrouve quand même à avoir uniquement un tiers des conseillers communautaires qui sont des femmes, 20% au niveau des exécutifs et 8% au niveau des présidences, et pourtant il y a énormément de pouvoir dans ces instances-là. Et c'est aussi dû au fait que les représentations des communes de moins de 1000 habitants, ou des petites communes, c'est souvent le maire ou l'adjoint aux finances, et donc, ou s'il y en a 2. Donc, et là, on voit que c'est en grande majorité des hommes. Ça montre qu'en effet, malheureusement, on est obligé toujours de durcir la loi, donc il n'y a pas une pente naturelle vers l'égalité, ou cette idée que ça va s'arranger tout seul, et que c'est des points qui sont développés. David Cormon, un petit mot rapide sur le sujet, peut-être comme savoir comment vous préparez ou... Non, mais tout a été dit en ajoutant que pour les communes, les petites communes, les maires, les élus ne sont pas ou quasiment pas indemnisés, ce qui fait que, là encore, déjà on est une femme, on s'occupe des trucs à la maison, donc c'est plutôt le gars retraité qui, du coup, va se retrouver maire, donc ça rajoute encore un élément de difficulté. Juste un mot rapide par rapport à la question sur... les femmes, une fois qu'elles sont en situation de pouvoir, si on part du principe, et c'est notre cas, qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de question de nature entre les hommes et les femmes, différence de nature entre les hommes et les femmes dans la capacité d'exercer le pouvoir, c'est une question de culture.
Et donc, si on veut répondre à ce problème de culture, il y a une question de l'éducation. Et dans la question de l'éducation, il y a une question qu'on n'a pas encore dit, qui est le rapport à l'histoire. En politique, le rapport à l'histoire et la manière dont on écrit l'histoire, c'est une question fondamentale. L'enjeu de pouvoir sur comment on écrit l'histoire, c'est quand on écrit l'histoire, y compris les historiens et les historiens, quand ils écrivent l'histoire, c'est aussi pour donner une lecture de l'actualité, y compris dans le rapport aux enjeux de pouvoir, etc. etc. Et c'est évidemment pas un hasard. Si dans l'histoire, ce sont les hommes, si tout le débat patrimoine, je sais que les écolos, on s'était fait déboîter quand on avait, mais il y a Anne Hidalgo qui avait soutenu d'ailleurs, va venir après, sur la question du matrimoine, c'était pour donner un peu d'euros pour parler de matrimoine et de patrimoine. Tout le monde s'était foutu de notre gueule en disant « ouais, c'est pas un sujet sérieux ». Mais c'est un sujet fondamental. C'est-à-dire que l'ensemble des gens, et notamment des enfants, mais aussi des adultes, et des références historiques qui ne soient pas uniquement des hommes, c'est un enjeu de pouvoir déterminant. Parce que c'est évidemment par la représentation qu'on a du pouvoir et des grands hommes et des grandes femmes qu'on légitime le fait d'avoir des dirigeantes femmes dont on n'interroge pas constamment la légitimité. Et ça, c'est des questions qui peuvent paraître un peu, bébêtes, mais en fait, c'est ça qui va changer notre rapport culturel au pouvoir. Je vous remercie. Je pense que Mathilde Larère rebondira sur cet aspect absolument dominant du débat, de la représentation et de l'inscription dans l'histoire. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie donc tous ceux qui nous suivent par Facebook, sur Facebook, et surtout qui ne s'en aillent pas, puisque donc la suite, nous allons accueillir Anne Hidalgo, donc maire de Paris. Ça, je vous apprends rien. Première femme à être élue quand même à ce poste, ça se souligne. Et comme le rappelait très justement Clémentine Autain, elles ne sont que 6 en France à gérer des villes de plus de 100 000 habitants. Voilà, merci à tous et à tout de suite pour la suite.